l'honneur aujourd'hui d'accueillir notre cher DRH, du coup, Emmanuel Pays. Merci à toi, du coup, de nous présenter ce beau sujet qu'est l'optimisme. Donc, je vais te donner la main pour que tu puisses prendre le relais et nous parler de ce super sujet. Ben, merci Clément de me donner la main, une main virtuelle, parce qu'on est tous en visio. Alors je suis ravie d'être là, à double titre. D'abord parce que la comète soft skills est chère à mon cœur. Je reparlerai un petit peu tout à l'heure des soft skills. Et puis parce que le sujet de l'optimisme, finalement, cette rentrée, on en a tous besoin, Clément. Il suffit d'allumer la télé, d'écouter la radio, de regarder un peu les news. On nous parle d'inflation, de guerre en Ukraine, de problèmes d'acheminement d'énergie. Donc, une bonne dose d'optimisme, ça me paraît salutaire et c'est ce dont on va parler dans la demi-heure qui vient, parce que ça va durer une petite demi-heure et ensuite, on aura l'occasion de répondre à vos questions. Alors, Clément m'a promis de ne me poser que les questions optimistes et de refuser les autres. Alors, peut-être la première question que vous vous posez, c'est de dire, mais en quoi c'est une compétence l'optimisme? Est-ce que finalement, on ne n'est pas optimiste de la même façon qu'on est pessimiste? Eh bien, je vais essayer de vous démontrer le contraire et en prenant notamment des exemples et des applications pratiques dans le monde de l'entreprise, parce que même si c'est un sujet qui nous touche toutes et tous au quotidien, eh bien, on voit dans le milieu professionnel que ça peut nous aider et que c'est une compétence, une aptitude qu'on peut développer tout au long de sa vie professionnelle. De la même façon, et là je crois que c'est moi qui passe les slides, qu'on peut développer toutes ces compétences. Donc je reviens juste sur la notion de hard skills versus soft skills, parce qu'on est ici dans la comète soft skills qu'on a lancée il y a un petit peu moins d'un an maintenant, Clément. Ouais, Donc et pourquoi on a voulu lancer cette comète? Parce que moi j'ai vraiment la conviction qu'aujourd'hui notre facteur différenciant à Extia et aussi nous tous en tant que salariés, ça va être de développer ces fameuses compétences molles. Alors de quoi s'agit-il? Je vais commencer par les compétences métiers. Celles-ci, tout le monde les connaît. On parle de compétences académiques, métiers qui sont évaluables et qui sont souvent assorties d'un diplôme. Donc, quand je suis ingénieur, je vais maîtriser un code informatique et un langage de programmation. Quand je valide une chaîne de processus de validation pharmaceutique spéciale dédicace avec Ingénierie, c'est pareil. Je connais les protocoles. Quand je suis infirmière, je connais les protocoles de soins. Donc, ces compétences métiers, elles sont évaluables et vous les retrouvez tous au quotidien sur vos bilans annuels, puisque c'est souvent ce qu'on va regarder. Et donc, si je peux faire un rapprochement, quand on parle de compétences métiers, les compétences métiers, c'est ce qui permet à une organisation de faire tourner un peu ses rouages. Et les soft skills, ces compétences molles, ça va être l'huile dans ces rouages. Donc, les soft skills, ça regroupe beaucoup de compétences différentes. On a des compétences psychologiques, cognitives, socio-émotionnelles. Donc, des exemples, on les a tous en tête en termes de communication interpersonnelle, par exemple, en termes de compétences d'ancrage. La résilience, ça va être une soft skills. La gestion du temps, la gestion du stress, ça va être une soft skills. Et ce qu'elles ont de commun entre elles, ces compétences molles, donc qui mettent de l'huile dans nos rouages, eh bien, c'est qu'elles sont difficilement évaluables et difficilement reproductibles. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous, êtres humains, finalement, parce que qui dit difficilement reproductible, dit moins susceptible d'être reproduite par des technologies, quelles qu'elles soient. Et donc, à l'heure où on parle de transformation des emplois et d'automatisation, de robotisation d'un certain nombre de tâches transactionnelles, la soft skill, c'est ce qui fait notre singularité en tant qu'être humain. Et l'optimisme dans tout ça, me direz-vous? On va commencer par peut-être par une petite définition, puisque à chaque fois, moi je dis souvent que rien ne vaut un bon dictionnaire pour savoir de quoi on parle. Alors que nous dit en l'occurrence le Larousse? J'aurais pu prendre le petit Robert, mais leur définition se rapproche. D'abord, l'optimisme, ce que je ne savais pas, c'est que ça vient du latin optimus, excellent. Donc l'optimisme, ça pourrait être une doctrine philosophique d'après laquelle le monde est bon et le bien y tient plus de place que le mal. Ça pourrait être également une disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté, donc le contraire serait dans ce cas-là le pessimisme. Ça pourrait être également la confiance dans l'issue favorable d'une situation et dans ce cas-là, le synonyme serait l'espoir. Ce qui est intéressant dans ces définitions d'optimisme, c'est qu'on parle bien ici d'un regard qu'on va porter sur le monde, donc sur soi-même, sur nos relations aux autres et sur le monde qui nous entoure. Et on va essayer de prendre deux exemples concrets dans une situation de travail.
Alors, le premier exemple, c'est l'allégorie du tailleur de pierre qui est bien connu. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cet exemple. Et si vous ne le connaissez pas, je vais prendre quelques minutes pour en parler. Donc, on parle ici d'un maître d'apprentissage à l'époque des cathédrales qui, après avoir formé ses apprentis, décide de leur rendre visite sur le chantier de Notre-Dame. Et donc là, il va tomber sur un premier apprenti, il va lui dire, mais qu'es-tu en train de faire? Et donc ce premier apprenti va lui répondre, mais maître, vous savez bien que je taille des pierres, que c'est un métier difficile, pénible, vous savez bien ce que je fais. Ok, donc là, le maître d'apprentissage passe son chemin et va se diriger vers le deuxième apprenti et tailleur de pierre qui lui dit, lui, mais maître, je m'applique chaque jour à tailler la pierre et à mettre en œuvre les enseignements que vous m'avez transmis. C'est un métier noble et j'en suis fière et ça me permet de faire vivre ma famille. Le maître d'apprentissage continue son chemin et va tomber sur un autre de ses anciens apprentis qui va lui dire, mais moi, maître, je construis une cathédrale. Donc cet exemple, il nous illustre bien en fait cette question de regard et de vision qu'on peut porter sur le monde qui nous entoure et ici de sens. À l'heure où on parle beaucoup de sens au travail, il est utile de s'intéresser au pourquoi on travaille. Deuxième exemple, et là, un exemple un peu plus scientifique, c'est les théories XY de McGregor. Alors, McGregor, c'est un sociologue des organisations américain qui a conduit de nombreuses recherches dans les années 60. Il a interrogé beaucoup d'organisations et il a réussi finalement à isoler deux types de comportements individuels et collectifs dans les organisations. Le comportement dit X et le comportement dit Y. Dans l'exemple du X, le postulat de départ, c'est que travailler est un effort. Et donc, que tout individu s'y astreint. Et il s'y astreint d'autant plus s'il y est contraint. Donc, s'il y est contraint, dans l'organisation, on va considérer qu'il faut contrôler le travail. Qui dit contrôle dit souvent sanction, sanction de l'erreur, parce qu'on va contrôler la bonne exécution et sans sanction, pas de contrôle. Et donc, ça va entraîner chez les gens l'absence de prise de risque. C'est-à-dire que ce que je vais rechercher dans ce type de modèle, c'est la sécurité. Et donc, si je ne me sens pas autorisée à faire des erreurs, je vais bien évidemment ne pas prendre de risques, ni de responsabilité. On est ici dans une posture passive par rapport à son environnement de travail. Et donc, ça va pousser les organisations dans la boucle de ce cercle vicieux à contrôler encore plus. Et puis, McGregor dit, voilà, à côté des X, il y a les Y. Et donc, pour les Y, travailler est naturel. Et donc, dans les organisations qui portent ce regard sur le travail, eh bien, puisque travailler est naturel et parfois un plaisir, il faut faire confiance et déléguer. On est dans cette mouvance-là. Et donc, si je délègue, j'admets aussi le potentiel d'erreur. Et donc, sans capacité à faire des erreurs, sans autorisation implicite de faire des erreurs, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre des initiatives. Donc, dans ce modèle-là, la prise d'initiative va être encouragée, la prise de responsabilité également, et donc la boucle est bouclée. Si les gens sont responsabilisés, il faut donc leur déléguer davantage de tâches. Ici, on est dans cette logique d'empowerment. Alors, vous me direz, le monde n'est pas binaire et on n'est pas X ou Y exactement. On n'est ni X ni Y. On sait très bien qu'il y a des organisations qui vont favoriser ce type de comportement, d'autres qui vont favoriser d'autres types de comportements. Et nous, individus au milieu, on a le choix. Et c'était un peu mon postulat de départ sur l'optimisme, une compétence, parce que il y a bien une chose qu'on peut faire, c'est être maître de ses pensées et non l'inverse. Et ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où on est maître de ses pensées, ça induit cette logique de responsabilité et de l'attitude décisionnelle. Autrement dit, l'optimisme pourrait être une décision capacitante. C'est le regard qu'on décide de porter sur un événement malheureux qui nous est arrivé, sur une situation. C'est pas, alors je fais quand même petite parenthèse. On n'est pas ici dans le béni-oui-wisme, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de se comporter en imbécile heureux et de toujours considérer qu'on va être opaque à toutes les choses dramatiques qui nous arrivent dans la vie. Pas du tout. L'idée, c'est de se dire que c'est aussi un choix, ce regard qu'on va porter sur le monde, et ce choix est intéressant parce que, est-ce que vous me suivez toujours? Ça a coupé de mon côté. Non, c'est toujours. Hop, vous m'entendez? Ouais, c'est toujours bon de mon côté aussi. Ah.
Et donc, ce choix est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous met en capacité d'agir. Alors, vous allez me dire, comment fait-on pour agir? Eh bien là, c'est très simple. On va orienter son mode de pensée et on va essayer de changer de questionnement au quotidien. Le questionnement, on va le voir, il est souvent dans le pourquoi. Le pourquoi est salutaire pour trouver le sens, mais dans la résolution de problèmes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. On va avoir un petit sujet. Excusez-moi, là j'ai des petits problèmes d'ordi là qui s'éteint, donc j'espère que le son est toujours Toujours bon de bon. votre côté. Amandine me dit que oui, à grand signe. Donc on va passer de la question pourquoi à comment. Et pour illustrer ça, je vais parler de nos ruminations. On en a tous des ruminations, hein. Donc la rumination, c'est ce processus psychologique par lequel on va refaire notre journée, revenir sur un événement. Donc c'est ces pensées qui vont tourner en boucle dans notre esprit à propos de nos préoccupations, de nos expériences vécues. Donc ça, c'est nécessaire hein, psychologiquement à l'expérience, la rumination. Maintenant, dans cette rumination, soit on reste dans ce que Watkins va appeler le mode de pensée abstrait analytique, c'est-à-dire qu'on va être dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que mon manager ne valorise pas mon travail? Pourquoi est-ce que mes relations avec ce collègue sont mauvaises? Pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, tout simplement? Et donc, si on est dans cette boucle vicieuse du pourquoi, bah, on n'avance pas et on s'enfonce dans cette rumination. Et donc, le questionnement du comment va nous tourner vers l'action. C'est ce qu'on appelle le mode de pensée concret expérientiel. On va le centrer sur des éléments factuels, contextuels, dans déjà cette démarche de résolution de problèmes. Et là, ça va nous permettre des choses très simples parce que la question, au lieu de dire pourquoi je n'y arrive pas, bah, comment vais-je arriver à atteindre les objectifs que je me suis fixés? À la question en remplaçant pourquoi est-ce que mon manager n'apprécie pas mon travail à sa juste valeur, comment vais-je faire en sorte pour que mon travail, vais-je faire en sorte que mon travail soit apprécié à sa juste valeur? Et la même chose dans nos relations à autrui. Pourquoi est-ce que ma relation avec ce collègue n'est pas satisfaisante? Comment je peux faire en sorte d'améliorer moi cette relation de travail? Donc on rentre déjà dans une dynamique qui est tout autre par ce questionnement. Et donc, je parlais de résolution de problèmes et c'est une application très pratique de la maîtrise de ses pensées. Un problème, on en rencontre tous les jours parce qu'un problème, ce n'est rien d'autre qu'une situation nouvelle pour laquelle on a priori pas de solution déjà éprouvée, c'est-à-dire qu'on l'a pas déjà rencontrée ou pas de réponse précise à apporter. Et là, il y a des exemples intéressants dans la littérature du travail et notamment des questions en entretien qui sont un peu célèbres. Alors, je pense à celle de Jeff Bezos. Je ne sais pas si vous connaissez cette question qui a été abondamment commentée. C'est-à-dire qu'en entretien, Jeff Bezos se pose la question suivante au candidat. Il lui dit, mais combien y a-t-il de fenêtres dans la ville de New York? Alors, vous me direz, y a-t-il une réponse à cette question? Certainement. Est-elle utile, cette connaissance, dans le cadre du processus de recrutement de Jeff Bezos? Pas directement, mais en posant cette question, Jeff Bezos va chercher à identifier chez la personne cette capacité à se saisir d'un sujet et à passer du «je ne sais pas» à «je vais essayer de comprendre» ou «je vais essayer d'apprendre». Si on revient sur cette question, il suffit alors New York, c'est relativement facile parce il y a des rues qui sont numérotées. Donc il suffit d'essayer d'estimer le nombre de rues, dans la rue, dans la ville, d'essayer d'avoir le nombre d'immeubles et puis, avoir un nombre de fenêtres moyen. Donc la réponse ne sera pas exacte, mais l'important n'est pas là. L'important est dans cette capacité qu'on va avoir à se mobiliser pour répondre aux questions. Et donc, et considérer aussi que l'ignorance, ce n'est pas je ne sais pas et donc ne pas être finalement comme le petit lapin devant les phares d'une voiture, mais d'être dans cette démarche de je vais comprendre et je vais apprendre. Et comment je vais le faire? Dans ma démarche de résolution de problème, en progressant par essai-erreur, hein, il y a plusieurs techniques, on peut se rapprocher petit à petit de la solution optimale. Par le questionnement, hein, il y a la technique des 5 pourquoi qui est très connue. On revient au pourquoi. Je vous laisse, si cette technique vous intéresse, regardez sur Internet, vous trouverez plein de ressources sur le sujet. On peut aussi très trivialement passer par le retour d'expérience. Hein. Chez Extia, on fait notamment beaucoup de co-développement. En co-développement, ce qui est magique, c'est qu'on s'aperçoit que face à une situation, il y a beaucoup de gens qui ont déjà rencontré cette situation et qui ont trouvé des réponses aux problèmes qu'ils avaient rencontrés. Et puis, il y a aussi des techniques de visualisation positive de l'objectif. Donc, je vais pas, c'est pas le propos aujourd'hui, mais voilà. Donc, on est aussi dans ce mindset optimiste de dire, voilà, l'ignorance, c'est le début de la connaissance, et puis progresser, c'est changer d'erreur. Et
en portant ce regard-là, on est encore dans une question de regard, en ayant cette démarche optimiste, on est tout de suite dans la résolution de problèmes. Un autre exemple très concret qu'on voit tous au quotidien, c'est comment est-ce qu'on apprécie les situations. Alors là, je vais revenir, donc ce qui va mal versus ce qui va bien. Alors, je vais revenir à la règle des 7 qui est très connue en marketing. Sans doute, autour de cette vidéo, on a tous déjà laissé peut-être un, voire plusieurs avis sur un site quelconque pour parler d'un restaurant, d'un hôtel ou que sais-je. Et alors, ce qui est très intéressant dans les avis, c'est que 7 consommateurs, sur 7 consommateurs mécontents, 6 vont laisser un avis sur un site quelconque. En revanche, sur 7 consommateurs contents, il y en aura juste un qui va nous dire qu'il est content. Et donc, c'est un peu triste comme constat parce que finalement, on se dit que notre capacité à exprimer des avis, elle va beaucoup plus naturellement vers les avis négatifs. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une fatalité et c'est aussi quelque chose qui nous a été inculqué, notamment dans la pédagogie et aussi dans les modes de management, de focaliser sur ce qui va mal. Et c'est le moment, je crois, où on va justement essayer d'illustrer par une petite vidéo quels peuvent être les effets de la pédagogie négative. Alors là, c'est Justine aux manettes. Petite vidéo vintage. Vous allez voir, mais au message très actuel. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, Not fitting in. is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would, take out a short piece of paper. I'm going to pass out these papers, and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Yeah. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Okay, keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number 2. Don't even worry about number 1. Go to number 2. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number 3. For number 3, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given 2 different lists. This side of the room was given these 3 words. And left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first 2 words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid.
You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused. You were even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea? Frustrated. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. La vidéo, du coup, est terminée. On va attendre le retour d'Emmanuel qui devrait pas tarder à revenir sur le meet-up. En attendant, si vous avez des questions. Ah ben me voilà, Clément, les inconvénients du direct. Je ne cite pas la DSI d'Exia que je passerai, qui m'a donné un nouvel ordi, qui me réserve quelques surprises, mais je l'ai pris finalement avec optimisme, bien évidemment. Parfait. Alors, vous avez eu le temps de regarder la vidéo, et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit très bien l'effet que peut avoir une pédagogie négative. Ici, on parle d'une croyance limitante. On a deux groupes d'élèves qui, en fait, dont les dés sont pipés dès le départ, puisqu'il y a un groupe où la réponse est possible et d'autres où ne l'est pas. Mais ça va très vite, en quelques minutes. La vidéo, elle dure 4 minutes. En 2 minutes, on va se retrouver face à des personnes qui ont l'impression qu'elles ne peuvent plus répondre aux questions et qu'elles ne sont plus capables de le faire. Et donc, c'est ici qu'on parle d'impuissance apprise. C'est ce dont parlait la prof là, dans la vidéo. Et cette impuissance apprise, on la retrouve malheureusement trop souvent dans le processus d'apprentissage à l'école ou dans la relation managériale, parce qu'elle consiste souvent à se focaliser systématiquement sur les axes d'amélioration, ce qui ne va pas. Et donc, ça, c'est un biais cognitif qu'on a tous. Je donnais l'exemple des avis tout à l'heure, qu'on a toutes et tous. Et il y a des techniques en fait qui ont été développées qui sont assez intéressantes, et notamment celle d'appreciative inquiry, qui est une technique en fait de conduite du changement qui a été créée par le professeur David Coprider dans les années 80 aux États-Unis, et qui nous dit quoi? Qui nous dit que dans le domaine de la conduite du changement comme en management, en fait, on peut remplacer les diagnostics, les critiques et les points de vue négatifs par la focalisation sur l'énergie positive afin de développer le potentiel de chacun. Et c'est assez facile à comprendre en fait d'un point de vue psychologique, cette vision optimiste en fait du retour. On va prendre l'exemple de l'entraîneur de tennis qui confrontait un joueur qui a un revers très moyen et un bon coup droit, va lui demander de se focaliser prioritairement de travailler son revers, parce que vraiment ce revers ne lui permettra pas de progresser dans le classement du tennis. Et donc, en faisant ça, que va faire cet entraîneur? Alors, vous pouvez facilement faire le lien avec des situations managériales. Il va entraîner en fait une spirale négative chez la personne qu'il coach, parce qu'en se focalisant uniquement sur son point faible, pendant ce temps-là, son point fort ne progresse pas, puisqu'on ne fait que des revers, et on reste tout au mieux moyen, voire moyen plus en revers. En revanche, se focaliser sur les talents, donc dans mon exemple, sur le coup droit, ça va mettre la personne dans une dynamique positive, parce que ce qui est intéressant dans le talent, c'est quelque chose que nous, individuellement, on en a tous, des talents divers et variés, mais on a du mal à les identifier. Et pourquoi? Parce que ça nous est naturel. Le talent, c'est ce qu'on fait sans y penser, sans effort, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est très naturel. Et donc, reconnaître, valoriser ses talents et positionner la personne sur ses points de force plutôt que sur ses axes d'amélioration, ça va par effet d'entraînement, en fait, la mettre dans cette spirale positive. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Et puis, il y a aussi d'autres principes qui me paraissent importants. Donc, je vais pas avoir le temps de les lister aujourd'hui, mais l'appreciative inquiry a 7 principes, en fait, et il y en a 2 qui m'ont particulièrement interpellée quand j'ai préparé ce meet-up sur l'optimisme. C'est d'abord le principe positif. Les questions positives génèrent des changements positifs. Et là, c'est très facile à comprendre parce que de la façon dont on
pose notre question, eh bien, ça va conditionner la réponse qu'on va y apporter. Donc, entre le pourquoi tu es mauvais dans ce domaine et comment tu vas arriver à faire mieux, bah, vous voyez qu'on est déjà dans une disposition d'esprit un peu différente. Et puis, il y a aussi, je reviens à la décision capacitante du début, le principe de libre choix. C'est-à-dire les personnes, on le sait, sont plus efficaces lorsqu'elles sont libres de choisir à quoi contribuer et comment y contribuer. Et dans ce comment, dans cette question du comment dont on parlait tout à l'heure, on a cette dimension capacitaire parce que, eh bien, plutôt que de parler d'injustice de notre environnement, du fait d'être incompris, on va nous se remettre dans une logique d'empowerment au centre du débat et on va faire en sorte d'améliorer les choses. Et donc, bien évidemment, quand on parle d'appréciation des situations, on a aussi le mot feedback qui nous vient en tête. Hein. Le feedback, on en parle beaucoup ces jours-ci. Alors, peut-être rappeler quelques règles quand même importantes sur le feedback. Le feedback, d'abord, il est centré sur les actes et non sur la personne. Hein. Quand on fait un feedback à quelqu'un, je ne vais pas dire Clément, tu n'es pas rigoureux. Je vais te dire Clément, dans ce contexte-là, tu as manqué de rigueur. Ce qui n'arrive jamais puisque Clément ne manque jamais de rigueur. Donc, on est sur les actes et on n'est pas sur la personne. Hein. Donc, on n'est pas sur un jugement personnel quand on fait un feedback. Et donc, on reste factuel et on essaie de l'illustrer par des exemples concrets. Et des exemples également d'actualité. C'est-à-dire que ça, rien ne sert quand on est un manager, par exemple, de faire un feedback 6 mois ou 1 an après parce que la personne considère qu'on lui a caché des choses et qu'on ne lui a pas permis de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, on le fait très vite, un feedback. Et puis, ce feedback, il est également authentique. Hein, ça, c'est important. Donc, on ne le fait pas et gratuit, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour attendre quelque chose en retour. Et puis, la plupart du temps, essayons de ne pas tourner autour du pot et faisons-le vite, simple et direct. C'est toujours plus efficace. Là encore, vous mettez votre interlocuteur vous le rassurez sur votre intention directement. Donc, ce feedback, hein, dans la lignée de ce que je viens de dire, eh bien, au lieu de focaliser sur du feedback négatif, comme on a tous tendance à le faire malheureusement, essayons de nous astreindre à faire du feedback positif, constructif, sans tomber dans le béni-oui-ouisme. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que le feedback négatif n'est pas utile et n'existe pas. Mais de ce feedback, on peut aussi en tirer une autre démarche qui s'appelle le feed-forward, dont on parle moins. Donc, le feedback, c'est la boucle arrière, c'est l'alimentation en arrière. On va revenir sur un événement passé. Et le feed-forward, on va se projeter vers l'avenir. Donc, ce que j'ai aimé dans ton intervention, c'est ceci. Et une autre option serait de faire ceci. Et si tu essayais cela. Donc là, on n'est pas dans la proposition d'une solution concrète. On ne choisit pas la place des gens. Mais on met la personne dans cette dimension capacitaire dont je parlais tout à l'heure. On va la projeter vers le futur. Et bon, puisque je parle de futur, eh bien, je vais finir par le passé dans une boucle temporelle. Et donc, je vais parler de réenchantement du récit personnel. Et donc, vous me direz, bah, attendez, on n'est pas tous des écrivains, on n'est pas tous en train de faire notre autobiographie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de récit personnel? Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'optimisme? Bah, déjà, je suis désolée de vous dire que si, on fait tous notre récit personnel plusieurs fois dans notre vie, à l'occasion d'un CV ou à l'occasion d'un entretien. Déjà, en exercice professionnel, c'est un récit qu'on va raconter. Et donc, ce récit, c'est quoi? C'est cet art du dire qui s'exerce tout autant comme effet à produire. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire pour produire un effet chez mon interlocuteur, comme contenu à transmettre, parce que je vais y donner un sens, et aussi, et là c'est très important, comme nécessité d'ancrage, comme nécessité de comprendre. Et là, il y a 2 citations que je vous partage et que j'aime beaucoup, celle de Sifali qui nous dit « Raconter nos actes, c'est construire quelque chose de nous-mêmes et de nos choix ». Donc, il y a vraiment cette idée de le récit, c'est la reconstruction de ce qui a existé. Et là encore, avoir une vision optimiste sur notre vie, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer. On en a tous rencontré à des degrés divers, mais moi, je suis assez frappée toujours de voir ces athlètes aux JO paralympiques, par exemple, qui ont fait de leur accident de vie, quand c'était un accident de vie, quelque chose d'extrêmement positif pour eux. Et là, ils ont été dans cette relecture optimiste de leur vie en disant, voilà, il m'est arrivé quelque chose de terrible, qu'est-ce que j'en ai fait d'utile? Et donc, cette façon de raconter et cette façon d'orienter notre pensée, c'est aussi se maintenir dans cette dynamique positive et de construire un sens. Hein. Donc, d'où la dernière citation, moyen par lequel nous mettons en forme nos compréhensions et en saisissons le sens. Donc, c'est important quand on revoit sa vie professionnelle, puisqu'on est ici dans un cadre professionnel, d'arriver à mettre du sens à son récit professionnel et puis d'arriver à analyser ses échecs, on en a tous eu, et
analyser de manière constructive et essayer de comprendre en quoi ils nous ont construit aussi tel qu'on est aujourd'hui. Et donc, ça nous permet d'affirmer notre singularité, de construire le sens et de s'ancrer dans le monde. Et donc, j'en finirai par un petit idéogramme chinois, Clément. Est-ce que tu sais ce que c'est? Eh bien non, je ne sais pas Du ce que c'est. mandarin. Alors, vous savez, c'est génial les idéogrammes parce qu'en fait, pour construire un mot, on va accoler donc, plusieurs idéogrammes de sens parfois différents. Et donc là, c'est l'idéogramme chinois qui veut dire crise. Et alors, ce qui est intéressant dans cette philosophie confucéenne de la Chine, c'est que la crise, pour eux, c'est la conjonction de deux idéogrammes. Le premier, c'est danger. Et le deuxième, c'est opportunité. Donc, je finirai là-dessus. Parce qu'en effet, confronté à une crise, on peut aussi voir les opportunités qui s'en découlent. On l'a bien vu pendant le Covid, ça nous a obligés à revoir nos modes opératoires. On a tous été très créatifs. Et donc voilà, je voulais terminer par cette note optimiste.